grève aujourd'hui, mais c'est un mouvement qui dure au moins depuis 2 ou 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, comment c'est parti et qu'est-ce qui est au début de cette lutte? Bonjour, Florian, infirmier au centre à l'hôpital Montpellier depuis 10 ans et je suis aussi représentant du personnel élu au CTE depuis maintenant 2 ans et représentant de la SIAMT au conseil de surveillance de l'hôpital. Fanny, moi je suis secrétaire adjointe de SUI Montpellier, infirmière aussi ici, élue au CTE et représentante à la commission de relations avec les usagers. Et j'ai une permanence depuis environ 4 ans. Moi c'est Elsa, infirmière aussi à Montpellier, je suis élue au CAPL et j'ai été élue à la SIAMT et je suis infirmière depuis 6 ans et je suis à SUI. D'accord. Alors pour savoir un peu plus sur la lutte qui est en cours aujourd'hui, j'ai cru comprendre que ça fait au moins 3 ans dans ces eaux-là que vous êtes déjà en bagarre avec la direction, qu'il y a eu un changement de direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et préciser pourquoi vous êtes en lutte? L'idée c'est que depuis maintenant de nombreuses années, en effet le mouvement il dure depuis 3 ans, mais je crois qu'on peut dire que la lutte elle a commencé bien avant. On se retrouve face à des directions qui oublient complètement l'humain, et dans le métier qu'on fait nous, on a un peu de soucis avec ça, et qui précarisent à la fois l'emploi pour les agents qui travaillent, mais aussi la prise en charge pour les patients. Parce que il y a des postes qui disparaissent, il y a du travail qui se surajoute à ce qui existe déjà, et il y a des patients qui sont en demande de présence soignante qu'on leur enlève parce que depuis au moins 3 ans, les directions font d'autres choix que de faire de la présence auprès des patients. Et ces choix, c'est quoi? C'est des fermetures de lits, c'est des suppressions de postes, comment ça se traduit? Alors, les fermetures de lits, c'est compliqué parce que ça se négocie avec l'ARS, ça se fait pas comme ça. Il y a eu de nombreuses fermetures de lits, mais sur des années, dans les 30 ans qui ont passé. Mais après, ça va être des horaires où on estime que la charge de travail quantifiable est beaucoup moins importante. Donc là, ils essayent de réduire le personnel à certains horaires. C'est la difficulté aussi d'organiser des accompagnements, des activités avec les patients, parce que dès qu'on est plus que l'effectif minimum, qui d'ailleurs n'est pas si bien défini, on est trop. C'est-à-dire que pour la direction, si on est plus que le minimum vital pour la sécurité, on est trop. Donc si on est 4 un week-end, pour eux on fait rien. Si on est 3 entre 6h et 7h du matin, on est là en trop. Et c'est tout ça. Or les patients, ils ont besoin de ces temps où on est nombreux, où on est présent, où on organise des choses, voilà. Et où on peut sortir parfois. Mais moi je crois que c'est vraiment la disponibilité pour les patients. Il y a une nouvelle loi qui régit les modes d'hospitalisation qui existent depuis 2011, qui surajoute du travail administratif pour les agents, et qui vu qu'on est à moyens constants, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de personnel, l'activité administrative a, on va dire, au moins doublé, et on est gentil. C'est pas plus. Ouais. Voilà, et on est gentil. Et du coup, on a moins de temps auprès des patients. Les patients, ils le ressentent. Les patients, ce qu'ils nous demandent, vous avez pu voir aujourd'hui que les patients, tous ceux qui sont venus nous voir, ils nous soutiennent, ils ne nous disent pas qu'est-ce que vous foutez là, qu'est-ce qui se passe. Ils sont tous venus nous dire un mot et nous soutenir. Et ils étaient même contents qu'on soit simplement présents dans les allées parce de l'hôpital. Parce qu'il manque de présence soignante. Alors, on va préciser pour ceux qui regardent la vidéo, aujourd'hui c'était une journée un peu particulière, enfin la journée de grève d'aujourd'hui est un petit peu particulière puisque vous l'avez ouvert à tout le monde pouvait venir vous voir et discuter avec vous. Et donc il y avait un barbecue, il y avait de la musique, et effectivement il y a eu beaucoup de patients qui sont passés tôt ce matin et tout à l'heure avant de venir filmer à l'abri de la pluie. On a pu le voir, il y avait une patiente qui est en train de danser sur la musique et de discuter avec les uns et les autres. Voilà, c'était un petit aparté pour ceux qui regardent la vidéo sans être venus. Mais alors, vous dites 3 ou 4 par le week-end, etc. Mais 3 ou 4 pour s'occuper de combien de patients? Généralement, c'est 23 patients par unité. Il peut y avoir 26 dans les unités isolées, mais sinon, dans chaque unité, à peu près 23 patients et pour 3 soignants. Donc 3 à 4 soignants pour 23 à 26 patients en unité. En unité. Et en comptant qu'on a ce qu'on appelle des chambres d'isolement
actuellement dans tous les services adultes de l'hôpital. D'accord. Et c'est des patients, quand on s'en occupe, on va les voir dans un espace qui est dédié, le temps du repas, de la toilette, de l'entretien avec ou sans le médecin, ça prend du temps puisqu'on s'en occupe l'un après l'autre dans un espace fermé. Oui. Et qu'on a facilement un soignant qui peut passer bien plus de la moitié de sa journée de travail dans cet espace d'isolement pour 2 à 3 patients. D'accord. Ce qui fait que... Et pendant ce temps-là, voilà. pour les 20 autres, Voilà. ou 21, 22, parce que les CI sont souvent communes aux 2 unités jumelées, Les CI. chambres d'isolement, Chambre d'isolement thérapeutique. Thérapeutique. et on Ils peut sont de avoir, moins en moins thérapeutiques. et on peut avoir 2 soignants qui restent quasiment toute la journée seuls pour une vingtaine de patients. Et il y a, en tout cas, il y a au moins un patient qui est tout seul avec un patient. Oui, mais c'est des patients, enfin, la manière dont on s'en occupe, ça prend énormément de temps. Oui, oui, mais je veux dire, Mais on s'il passe est- finalement une demi-heure, 3/4 d'heure, dedans il y a le temps du repas, il y a le temps de la Voilà. douche, dans un lieu qui n'est pas, on va dire, Mais le les plus Mais patients c'est qui vrai confortable. qu'il y a sont un en déséquilibre isolement. en isolement, c'est-à-dire qu'il va y avoir Ça 2 prend soignants beaucoup de pour temps. 2 patients, alors qu'en service, il va y avoir 20 patients pour 2 C'était soignants. c'était pas ça. Oui, oui, je Ouais. comprends. Mais le patient qui est en isolement, il y a une raison à son isolement. Tout à C'est fait. soit qu'il peut se mettre en danger, soit qu'il peut mettre en danger quelqu'un d'autre, Parce que, etc. quoi qu'il arrive, il est en crise, Voilà. il est au plus mal pour lui. Donc ça veut dire qu'il il y peut a. être dangereux Voilà. pour lui ou pour les autres. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Donc il y a potentiellement un soignant qui est tout seul avec quelqu'un. Non, On est il à n'est jamais deux. tout seul. On est Ah toujours d'accord, à vous êtes, deux. vous êtes Quelqu'un au dans moins le toujours à deux. service. On D'accord. n'est jamais tout seul, et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui embête de plus en plus la direction, c'est-à-dire que nous, on n'agit jamais tout seul. On D'accord. ne peut pas agir, enfin, surtout avec des patients qui sont en crise. Oui. Sur l'hôpital, on est tous des services d'entrants avec des patients en crise, et donc on ne fait pas du 1 pour 1. Ça n'existe, enfin, il ne faudrait pas que ça existe. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Aujourd'hui, dans des moments, on est obligé de le faire, mais nous, l'ensemble des professionnels ici, on se bat pour continuer à pouvoir trianguler nos relations et pas être tout seul avec un patient, parce que plus de quelques minutes, Oui. et à un moment de crise, quelques minutes, ça peut se gérer tout seul. Derrière, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si on veut prendre en charge correctement et faire des bons soins aux patients, il faut qu'on soit un peu plus en nombre, il faut qu'on puisse gérer la crise. Il ne faut pas oublier que les patients, eux, ils sont malades, pas bien, ils choisissent pas de venir, pour la majorité, ils choisissent pas de venir à l'hôpital, ils subissent aussi leur maladie, et qu'on est là, nous, pour leur offrir le meilleur soin possible. Ça, c'est notre option. Je crois que l'option de la direction, c'est pas celle-ci. Sur la direction, ça serait de vous faire changer de service au mercato du jeudi. Ce serait Un jour, vous vous mutualiser tous occupez, les agents, de- on serait voilà. plus agent d'un secteur, en fait on serait agent de l'hôpital Voilà. et on serait corvéable à merci, c'est-à-dire un jour vous êtes 4 là, tu vas aller bosser là, tu connais pas les patients, tu connais pas l'équipe, c'est pareil. Parce que Voilà. c'est quand même super Et- important pour nous ça de Ouais. connaître les gens dont on s'occupe, le relationnel concret. Et la direction, ça, l'oublie totalement. Quoi. Le sens qu'on met dans notre travail en psychiatrie est très important. Et la direction n'a pas l'impression de prendre le même sens que nous. Quoi. Et d'ailleurs, il y a un petit exemple, mais qui est assez rigolo là-dessus, c'est le problème de l'identito-vigilance, des erreurs qu'on peut faire parce qu'on se trompe de patient. Là, on passe au dossier patient informatisé, on nous a installé sur les ordinateurs, c'est pas encore en service, mais ça va l'être un jour, des petites scannettes, comme au supermarché, pour Mhm. scanner les codes barres, comme ça on pourra scanner le code barre de l'étiquette du patient pour aller directement sur le bon dossier pour pas se tromper, etc. Mais ça montre à quel point ils n'ont aucune conscience du travail qu'on fait. En psychiatrie, le patient, quand on l'accueille, même la première fois, on a un entretien médical où il a déjà raconté une partie de sa vie, de sa maladie, on sait dans quel contexte il arrive, même s'il en dit peu. Et avec les années, on connaît leur famille, on connaît leurs enfants, on connaît leurs parents, on connaît leur vie. On n'a pas besoin d'une scannette Oui. pour savoir qui ils sont. Si on fait notre boulot correctement et que dans un service, ça se transmet d'équipe en équipe, De rotation en rotation. et qu'au nouveau on raconte l'histoire des patients du service, on n'a pas besoin d'une scannette. L'identito-vigilance, mais nos patients, on les connaît. Mhm. On connaît leur intimité aussi. Quand on travaille Voilà. correctement dans le service auquel là où on doit Là où travailler, on est censé travailler. on connaît nos patients et nos patients nous connaissent. Oui, C'est-à-dire que, enfin, je dis nos patients parce que quelque part, il y a, C'est vrai. il y a cette Une chose-là relation. où il y a une relation qui, même si elle débute, très souvent dure. On est dans la psychiatrie sur des relations sur du long terme. On travaille des petites choses souvent, mais qui permettent aux gens d'être resocialisés, restabilisés. Mais c'est des petites choses qu'on gagne tous les jours et qu'on gagne avec de l'humain, avec de la connaissance, avec du lien. Et ça, alors c'est même pas quantifiable informatiquement, je crois, mais en tout cas ça existe et c'est pour ça qu'on qui nous fait dit du bon qu'à travail. certains horaires, d'ailleurs, on ne fait rien. C'est-à-dire que la relation humaine qu'on tisse avec nos patients,
on la clique pas sur un logiciel de médicament. Ah, ça n'existe pas dans le DSM. Parfois, on met une observation dans le dossier qui peut être assez courte, mais parce qu'en fait, on travaille quelque chose qui un jour mènera à une observation plus longue ou à un échange plus long en réunion. Et c'est impossible à quantifier de façon purement mathématique, en tout cas. Alors, donc là, si je comprends bien, il y a d'un côté une recherche du soin, de la qualité du soin et de la relation avec le patient, et il y a ce que voudrait faire, ce qu'il y a dans les tuyaux, dans la tête, la direction. Donc une direction qui est là depuis 2 ans et quelques, d'après ce que j'ai compris, qui n'a jamais fait de psychiatrie. Il ne connaît pas dans son parcours professionnel ce que c'est la psychiatrie. Voilà. Ils connaissent le monde de la santé pour avoir été dans d'autres hôpitaux. Psychiatrique et le soin psychiatrique. Et eux, ils réfléchissent directement en budgétaire. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'un patient, ils parlent d'un lit, ils ne parlent pas d'un agent, ils parlent d'un numéro d'un salaire, d'un numéro de matricule et d'un salaire. Et il n'y a plus de service, c'est des UF. Voilà. C'est tout ce que nous... UF, c'est quoi? C'est unité de formation? C'est une unité de fonctionnement. Mais pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, et pour eux, ça veut tout dire. Voilà. Eux, ils sont sur un nombre de lits occupés. Nous, on est sur une prise en charge de patients. Ils sont sur un nombre d'agents, mais en termes de monnaie. Et nous, on est dans un terme d'agents d'effectifs pour une bonne prise en charge. Donc du coup, on parle pas la même langue avec ces gens-là. C'est bien ce qui est dérangeant. Et alors, quelle est la part de ce que vous pouvez apporter dans le projet d'établissement? J'imagine que ça fonctionne par projet, comme souvent les établissements de ce type. Est-ce que vous avez quel poids peut avoir votre parole? C'est-à-dire celle de vos représentations syndicales aux uns et aux autres? Ou ça va au-delà de ça? Pour tout ce qui est projet d'établissement, puisque enfin Montpellier s'est doté d'un projet d'établissement, parce qu'on a travaillé pendant plusieurs années sans projet d'établissement. Là, il nous a été proposé de travailler avec la direction et les médecins sur un projet d'établissement, et on s'est bien rendu compte que tout ce qu'on avait dit dans ces groupes de travail avait été ou oublié ou transformé. Ce qui a fait que malgré l'implication de l'ensemble des agents qui ont participé à ça, dans les instances, nous, en tant que représentants du personnel, on était obligés de voter contre le projet d'établissement parce qu'on ne reconnaissait pas ce qui avait été dit par nous ou par nos collègues dans ces réunions. Et une fois qu'on avait le papier, le projet d'établissement en écrit, il n'y avait rien qui concordait avec ce qu'on avait dit. Et ce projet d'établissement, autant les ébauches que la version finale proposée, elle est consultable, on peut la trouver quelque part, on peut la lire, elle est publique? Ou ça reste, les ébauches restent confidentielles? Alors, le projet final, je pense qu'il est public, oui, puisqu'il a été validé par l'ARS. Sur le projet donc, qui a été finalement voté, j'imagine que vous avez pu faire vos remarques. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les consulter? Est-ce qu'on peut les diffuser? Est-ce qu'on peut les trouver quelque part? Ça s'est passé en CTE, en instance. Ouais. Donc on les a pas... On a les comptes rendus petit à petit qui arrivent, mais c'est très, très formel. Mais voilà. Mais il y a des choses qu'on avait expliquées à l'époque. On en a parlé un peu. Oui, alors, est-ce que pour un prochain épisode, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, est-ce qu'on pourra revenir justement sur quelques points qui sont dans le projet et vous, ce que vous proposez? Comme ça, on se dessus, voilà. On pourra Après, il faut imaginer que le projet d'établissement, c'est un pavé de 600 pages. Oui, oui. Voilà, là, de tête, c'est difficile de... Qu'on s'est tapé à éplucher. Une journée, la vendredi, là, il y a un truc qu'on a annoté. J'imagine que le projet d'établissement d'un psychiatrique, c'est pas le projet d'établissement d'une MJC ou de l'association du PAN. Et puis en plus, pour l'instant, c'est vraiment, on va dire, très général, parce que là où il y a création ou modification de service, il y a le projet qui est écrit, mais ensuite il y a le projet concret, la manière dont ça sera organisé. Oui. Et ça, c'est en train de se faire petit à petit, et ça se fait pendant les 5 années du projet. Et là aussi, on est de moins en moins impliqués. Le personnel, je ne parle même pas de personnes syndiquées ou d'organisations syndicales, quoi que ce soit, mais le personnel est de moins en moins impliqué. Alors justement, ça c'est une bonne transition pour ce qui devait être la conclusion, mais qui ne le sera peut-être pas forcément. Vous avez un poids certain, parce que vous avez toute représentation syndicale, etc. Donc vous êtes présent à différentes réunions. Mais de quoi vous avez besoin?
qu'est-ce qui peut vous aider à avoir plus de poids dans la discussion? Est-ce que c'est l'implication des familles des patients? J'ai cru comprendre que la direction avait réussi à un peu les emmener où elle voulait. Est-ce que le fait qu'il y ait de la population, des gens de la rue qui s'intéressent, pas forcément particulièrement à la psychiatrie, mais en tout cas s'intéressent au sort humain et au système de santé, comment est-ce qu'on peut vous aider voilà, à aller de l'avant et à travailler La mobilisation extérieure, elle est importante parce qu'actuellement, on a l'impression que les gens ne se rendent pas du tout compte de l'état de l'hôpital. Et on en discutait ce matin. Bonjour. La psychiatrie, ça a ça de particulier, c'est que les gens ne se projettent pas dedans. Alors, on s'imagine tous se casser une jambe ou être opéré de quelque chose. On a un énorme déni quand il s'agit de s'imaginer un jour être tellement mal qu'on se retrouve à l'hôpital psychiatrique ou qu'un de nos enfants s'y retrouve ou un de nos parents. C'est quelque chose que les gens ne veulent pas imaginer. Et pourtant, les patients dont on s'occupe, Ils viennent de ils tout ont milieu, de tout bord et de toute origine. de tout âge et ils habitent à côté de nous, c'est nos voisins, voilà, ils vivent près de nous ces gens-là et on les ignore beaucoup, on les ignore énormément. Moi, je crois que contrairement à la direction, nous, on est ouvert au maximum sur l'extérieur. Que pour nous aider, il ne faut pas hésiter à communiquer plus. Nous, on essaye de le faire au maximum. Mais si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à la faire passer ailleurs.